Yo les gars, aujourd'hui on va traiter un sujet qui est quand même très important, à savoir donc comment bien choisir son air cooling pour son CPU. Si vous avez des idées d'autres vidéos à réaliser comme ça sur comment bien choisir tel composant ou tel composant, dites-le moi, je les ferai. J'ai déjà une petite idée de quelques autres types de vidéos comme ça que je pourrais faire. Mais en tout cas voilà, si vous avez des idées, dites-les moi. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on va traiter aussi du sujet de cette petite rivalité qui en réalité n'a pas tellement lieu d'être vis-à-vis du comment dire du débat water cooling ventirad. Donc tout d'abord, on va voir au niveau des ventirades ce qu'on a comme option, comment ça fonctionne. Donc déjà, si on devait expliquer comment euh, fonctionne un ventirad, donc basiquement, vous avez une cold plate qui va être comment dire, en fait, nez à nez avec votre IHS de processeur. L'IHS de votre processeur, c'est là où vous voyez, c'est la partie grise de votre processeur où souvent bah, vous avez marqué son nom et puis c'est là où vous allez mettre la pâte thermique. Donc ça, c'est collé à l'IHS et entre deux, il y a de la pâte thermique. Donc la pâte thermique, ça sert à quoi? Ça sert juste à boucher entre guillemets les toutes petites imperfections que nous à l'œil nu on peut pas voir. Bon, dans l'idéal, au niveau de la pâte thermique, si vous pouvez faire genre un point au milieu par exemple, ou alors étaler avec une spatule, c'est vraiment le top. Mais bon, après globalement, il n'y a pas tellement de genre de meilleure façon all time de mettre de la pâte. Juste, faut pas en mettre en comment dire, de manière abusée, ou alors ne pas en mettre pas assez. Donc l'idéal, ça reste la spatule si vous avez un doute. Après, au niveau du fonctionnement du ventirad, en soi, le fonctionnement est relativement simple. Là, vous voyez la partie basse, ça c'est la cold plate. Donc en fait, c'est juste une partie en cuivre, donc qui va prendre la chaleur de votre IHS, qui vient de votre processeur, va la transmettre aux caloducs qui sont ici, et les caloducs vont transmettre cette chaleur à vos ailettes. Vos ailettes qui, bah, en fait, basiquement sont du cuivre. Et donc, cette chaleur sera évacuée par un ou des ventilateurs. Ici, on est sur un NH12A en Chroma Blacks de chez Noctua, et en l'occurrence, il y a deux ventilateurs, c'est du push-pull. Au niveau de la composition d'un caloduc, moi je me sers comme exemple de ce schéma-là, que je trouve qui est plutôt simple à comprendre. Parce que beaucoup d'entre vous pensent qu'un caloduc, en fait, c'est juste du cuivre. Alors en fait, un caloduc qui serait juste du cuivre, c'est pas un caloduc. Un caloduc, il comporte un fluide euh, dedans, euh, qui est un fluide en fait calorifique. Et ce fluide, il est fait donc pour que dès qu'il va chauffer, en fait, il va se transformer en vapeur. Il va monter dans le caloduc et quand il va se refroidir, donc en fait dans vos ailettes, donc en fait ici, il va se faire absorber par les parois en fait qui sont en fait vous imaginez c'est comme un espèce de petit filetage en métal et un peu comme une éponge, et ça en fait ça va absorber votre gaz, et du coup après il va recouler sous forme de liquide au niveau des côtés comme c'est indiqué, et vous allez pouvoir remettre de la chaleur, et du coup après ça va se retransformer en vapeur et ainsi de suite. Alors l'avantage des caloducs, c'est que la durée de vie de ce fluide, euh, alors j'ai dit calorifique, je crois que c'est plutôt caloporteur. Le gros avantage comparé aux fluides qu'on trouve dans les water cooling, en l'occurrence dans les IO, le gros avantage ici, c'est que c'est un fluide qui peut durer extrêmement longtemps dans le temps avant de s'évaporer.
Quand je dis extrêmement longtemps, on parle, voilà, même sur des caloducs très standards avec une qualité de fabrication très basique, on est largement dans les 15 ans, voire plus. Donc en réalité, un Ventirad, c'est quasiment increvable en fait. À la limite, la seule partie du Ventirad qui est crevable, c'est votre ventilateur, avec son moteur, quoi. Mais ici, on est sur un Noctua NH12A, bon, un ventilateur de, en l'occurrence ici le ventilo, donc c'est un NFA12 X25 en Chroma Blacks, ça c'est quasiment increvable. Après, il y a d'autres ventirades qui marchent un peu différemment, où en fait au niveau de la cold plate, on rajoute une chambre à vapeur. Ça c'est le cas du, comment dire, du Deepcool Assassin 4 VC. Donc le VC c'est pour Vapor Chamber. Et en l'occurrence, lui, il arrive à fournir des performances assez incroyables. Alors, faut pas obligatoirement avoir une chambre à vapeur pour avoir des performances incroyables, mais ça aide à développer des performances encore meilleures. C'est ce qu'on a de plus en plus hein, au niveau des cartes graphiques. Mais il faut que les fabricants fassent attention parce que notamment on a eu des soucis, hein, vous le voyez ici par exemple avec les 7900 XTX, en fait, il y a eu des soucis vis-à-vis des chambres à vapeur. Alors, c'était dans les modèles Thunders. Et AMD s'est bien gardé le fait de camoufler un peu le problème, mais bon, au final, ils l'ont avoué. Donc, basiquement, comment ça marche? Donc, en fait, vous avez toujours un liquide qui va se transformer en vapeur. Dès qu'il va refroidir, il va se retransformer en liquide dans un espèce de canal un peu dédié et il va retourner en dessous pour recommencer son cycle. Très globalement, c'est ça. Alors, après, sur le point de vue des ventirades, parce que souvent on dit quoi? On dit un ventirad c'est moins performant qu'un IO, un ventirad c'est nul, les IO c'est mieux. Alors déjà, je vais vous montrer par exemple que, en fait, parmi les meilleurs ventirades au monde qui existent, en l'occurrence le NHD15G2, alors il n'existe pas en version Chroma Blacks encore, mais bon, c'est pour ça, je vais quand même vous montrer déjà ses performances. Donc niveau performance, vous êtes à ici. Donc c'est-à-dire que le Valkyrie Sin 360 en ARGB qui fait partie des meilleurs IO, donc vous êtes à 266 watts au maximum, donc c'est sur du AMD, hein, de dissipation, ce qui est absolument énorme. Et le Noctua, vous êtes à quand même 243,5 watts. Donc ça reste quand même énorme. En fait, vous vous refroidissez n'importe quel processeur AMD. Après, ce qui est réellement intéressant à voir plutôt, c'est on va dire sur un noise normalized. Donc c'est-à-dire que en fait, le son va être normalisé à un certain niveau. Donc ce qui peut être intéressant par exemple, c'est ici à 225 watts de consommation. Bon, là, limite, vous refroidissez tous les processeurs, hein, et on est sur un noise normalisé à 91,5 degrés, ce qui est très bien. Alors eux, leurs conditions de test, je sais plus exactement ce que c'est au niveau du processeur, mais normalement c'est du Blender pendant, je crois, 10 minutes dans une pièce à... Alors eux, je sais plus ce qu'ils font exactement. Mais je vais quand même vous montrer au niveau des résultats sur Intel. Vous voyez que sur Intel, par contre, on tape du 322 watts. C'est assez ouf. Alors pourquoi il y a une différence de 60, enfin de 80, ouais, 70-80 watts? Bon, en fait, cette différence, elle s'explique parce que bah, les processeurs Intel sont connus depuis longtemps pour avoir une répartition de la chaleur qui est un peu mieux gérée. En fait, les processeurs Intel, ils consomment plus, mais ils ont moins de problèmes de points de chauffe. Mais bon, ça en fait, voilà, c'était juste pour vous montrer hein, que un Ventirad peut quand même avoir des performances très élevées. Et je vais vous montrer notamment, vous voyez là, on a le Thermalright Peerless Assassin SE en 120 ARGB. Il n'est pas très loin du Noctua NHD15G2. Et en l'occurrence, vous voyez en fait, hein, donc ça correspond à lui, mais en version RGB. Donc c'est des Ventirad à 40 euros. Ce Ventirad là, qui est très connu,
et celui à gauche aussi. Donc le Thermalright Assassin X120 SE, c'est la version donc réduite. Globalement, vous êtes sur les performances d'un NH12S. Donc qui est ici, vous voyez, on est à 198 watts. Bon, globalement, même un 9700X, en fait, vous pouvez le refroidir, hein. Donc ça pose vraiment pas de problème. Après, donc voilà, au niveau de peut-être de mes petites recommandations que j'aurais à vous fournir au niveau des ventes tirades, bah, globalement, Thermal Raid, si vous cherchez quelque chose de bien au niveau du rapport perf-prix, il n'y aura pas vraiment mieux que Thermal Raid. Donc, tous les ventes tirades que vous voyez là, personnellement, j'en déconseille pas un seul. De tous les ventes tirades que je vois là, ils sont tous bons. Après, donc vous avez aussi Deepcool. Alors, ils ont été bans de Amazon, hein, mais Deepcool, globalement, moi j'aime bien leur Deepcool AK500, le AK500, AK500 digital. Euh, je conseille aussi parfois un petit combo pour les gens qui aiment bien le silence, parce que le AK500, il faut savoir qu'il est bien, mais il n'est pas très silencieux. Donc je peux vous conseiller un truc, c'est de prendre le AK500 digital, et en fait à côté vous achetez un NFA12 X25. Donc c'est un ventilo de chez Noctua. Alors vous le prenez en Chroma Blacks. Et donc vous voyez, ça rend comme ça. Et bah, comme ça vous fait un ventirad noir, un ventilo noir. Mais ce sera beaucoup plus silencieux. Voilà. Et ça restera beaucoup moins cher qu'un NH12A comme lui. Parce que lui, c'est un ventirad qui coûte 130 euros. Alors, vous allez me dire, ce sera moins performant. Alors, ça sera vraiment plutôt kiff-kiff. Genre, personnellement, j'ai un NH12A et moi j'ai retiré le deuxième ventilo parce que je me suis rendu compte que c'était pas très, au final, très rentable d'avoir un deuxième ventilo. Valait mieux faire tourner un tout petit peu plus vite ce ventilo-là et en fait, je gagnais plus de performance par rapport au bruit. Donc voilà, moi personnellement, je conseille de laisser un seul ventilo sur le NH12A. Donc après, on va traiter donc des IO. Alors les IO, disons que c'est un peu plus complexe sans être plus complexe. Les IO, eux, ils sont constitués d'une pompe, d'un liquide, de tubes, un rad et des ventilos. Donc le truc déjà, vous vous en doutez, un water cooling, ça a beaucoup plus de chances de tomber en panne. Pourquoi? Déjà à cause du fluide qui va s'évaporer avec le temps, mais pas que. Le problème, c'est sa pompe aussi. La pompe, elle peut tomber en fait en panne. Là où sur un ventirad, vous avez que le ventilo ou les deux ventilos peut-être qui peuvent tomber en panne. Mais c'est très rare. Euh, donc ici, vous démultipliez vos chances de tomber en panne. Même si quand vous prenez des bons IO, il y a beaucoup moins de chances que vous tombiez en panne. Bon, typiquement ici, on est sur un Arctic Liquid Freezer 3 en modèle Pro. Globalement, en termes de performance, c'est excellent. Sur du AMD, on est à 250 watts,6 de dissipation. C'est absolument énorme. En fait, on fait partie des meilleurs IO, alors qu'on est à un prix en fait qui est extrêmement faible, hein. Vous voyez que par exemple ici le 360 il est à peine à 89 euros, c'est ridicule. Donc ça c'est pour du AMD et en soi même en noise normalized, malgré qu'on soit sur des ventilateurs qui sont très optimisés pour de la pression, bah, vous voyez que là à 225 watts on est à 85,8 degrés. Donc en fait on fait partie des meilleurs, hein. Parce que le Bicoyet Lightloop 360 lui il est à 84,4. Donc voilà on est vraiment très très bien situé. Euh, on, on voit hein, on fait mieux qu'un EK Nucleus, que les Corsair, etc., etc. Et le NHD15G2, vous voyez, il était là, il était à 91,5, donc il y a quand même une petite amélioration. Alors maintenant, je vais quand même parler d'un modèle que je vois souvent et que je suis pas du tout fan. Moi personnellement, je vous le déconseille. Je précise que je vous déconseille que la version normale. La version ARGB, j'ai rien contre elle,
particulièrement, mais cette version-là, je peux pas vraiment me la saquer et je dois absolument vous en parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une collaboration entre Asus et Noctua. Et Asus, eux, ils voulaient uniquement avoir les meilleures perfs possibles, donc ils ont pris ces ventilos-là. Le problème de ces ventilos-là, c'est que si vous aimez quand même un peu le silence, bah, vous n'allez pas vraiment être un bon client. Je vais vous expliquer ça très rapidement. Ces ventilos, c'est des ventilos en fait de base qui sont des ventilos industriels. C'est des ventilos développés par Noctua. Ça se nomme les NF-F12 Industrial, sauf qu'ils ont été rebrand en fait en Focus and Flow. Donc ça, c'est un peu un programme que Noctua a développé, c'est le programme Focus and Flow qui visait à améliorer la pression statique de leur ventilateur. Alors, sur cet IO, c'est des ventilos qui sont bridés à 2000 et pas à 3000 comme le ventilo de base. Il y a eu aussi notamment une autre déclinaison avec le NH12S qui lui, pas le Redux, hein, mais le NH12S, qui lui possédait un NF-F12 mais à 1500 RPM en fait. Mais c'était pas très ouf. Pourquoi? Je vais vous le montrer tout de suite. Il y a une chaîne YouTube d'un mec, elle est vraiment très pratique. Donc la chaîne c'est Aglow. Moi je m'en sers beaucoup vis-à-vis des sons des ventilateurs. Alors c'est un peu dommage, il a arrêté les vidéos, mais on a quand même une belle base de données, vous voyez. Et en l'occurrence, je vais vous faire écouter le bruit que fait un NF F12, vous voyez comme ça. Donc je vais mettre le son de la vidéo à la moitié. Et pareil pour le son de la vidéo du NFA12 X25. Comme ça, je triche pas, hein, et donc vous aurez les RPM d'afficher en même temps. Et en fait, vous allez entendre que le NFF12, il fait vraiment un bruit de merde. Voilà, je pense que déjà vous l'entendez, le bruit de raclement. Là, vous l'entendez pas mal, là. Donc là, je pense que vous l'entendez déjà, hein, le bruit de raclement. Voilà, on est seulement à 1065 RPM. Alors, bien sûr, on a beaucoup de pression. On fait pas des œufs sans casser. On fait pas des omelettes sans casser des œufs, mais ça pose un gros problème parce qu'on est seulement à 1065 RPM et au final, on fait déjà énormément de bruit. Alors que, en comparaison, vous aurez bah, d'autres ventilateurs comme par exemple celui-là où là, bah en fait, vous voyez, à 1000 RPM, vous faites aucun bruit. Genre, même à 1500 RPM, vous faites pas autant de bruit. Même à limite 1800, vous faites pas autant de bruit. Vous voyez? Pourtant, voilà, hein, Aiglo, il règle son micro de la même manière. euh, il vous fait les enregistrements de la même manière, avec la même distance de micro. Mais juste, voilà, force est de constater que le NFF12 n'est pas un bon ventilateur à mettre dans un boîtier pour tout le monde. Donc personnellement, voilà, je déconseille, moi, cet IO-là. Alors après, donc, en IO, qu'est-ce que je peux conseiller? Alors, en IO, vous avez principalement quelques marques, mais nous, on va s'intéresser à des modèles en particulier. Bon, en marques principales qui sont connues, bon bah, vous avez MSI, Arctic, Corsair, Liani, EK. Même si EK c'est un peu plus niche et puis ils font pas beaucoup de stock, donc c'est un peu compliqué de les avoir. Euh, En l'occurrence, moi, les MSI, personnellement, peut-être sur les derniers, je suis quand même plus indulgent, mais franchement, de manière générale, je vous les conseille pas trop, parce que connaissant leur passé au niveau des pompes, je suis pas trop rassuré avec le fait de vous conseiller d'aller vers MSI. Mais au niveau des derniers, je peux être indulgent. Après, au niveau des Arctic, alors
Concernant tous les articles Liquid Freezer 3, que ce soit un normal ou un pro ou un ARGB, je vous les conseille tous. Parce que tous, en fait, vous aurez une pompe qui est quand même relativement silencieuse. Sur ça, vous avez des vidéos. Je vous conseille d'aller au niveau du hardware anglophone. Vous trouverez des vidéos où on vous fait écouter le bruit de la pompe. Et franchement, globalement, jusqu'à approximativement 80% de la pompe, on estime que la pompe reste quasiment dans une phase de très silencieux. Euh, Après, Euh, quel autre IO on pourrait vous conseiller? Bah, tout, en fait, tout ce qui se fait au niveau de Thermalright. Moi, Thermalright, je peux vous conseiller vraiment beaucoup, même si ça reste entre de grosses guillemets du jetable. Ça veut pas dire que ça va tomber en panne au bout d'un an, mais c'est juste le fait que ça dure moins longtemps. Alors attendez, voilà, je suis de nouveau là. Euh, Donc globalement, ouais, au niveau des thermal rates, j'ai pas tellement de mal avec le fait de vous conseiller du thermal rate, surtout que on est à des prix qui sont extrêmement attractifs. Après, au niveau en fait du reste, alors NZXT, ah oui, c'est vrai que je les ai pas cités NZXT. Bon, en fait, ils perdent de plus en plus leur intérêt, même si je suis quand même en accord pour dire que NZXT, ça reste quand même des IO de très bonne qualité. Mais disons que chez NZXT, le problème c'est un peu, t'as une chance sur deux d'avoir un problème avec ta pompe vis-à-vis du bruit. Donc j'ai toujours un peu de mal à les conseiller, mais je suis pas complètement fermé sur le fait de conseiller du NZXT. Après, concernant les IO Corsair, bon, là je suis beaucoup plus réticent. euh, Parce que vraiment les IO Corsair, moi personnellement, bah, en fait, je les trouve pas du tout rentables et t'es pas non plus dans ce qui se fait en fait bah, que ce soit de plus rentable ou beau. Corsair, ils ont pas les meilleurs LED au niveau de leur ventilo. Liani font bien mieux. Donc en fait, si vous cherchez de l'esthétique, je trouve que Liani, vous en aurez plus pour votre argent et vous aurez quelque chose de plus quali. Euh, Quand je dis que les LED meurent, enfin, bon, ça a existé surtout il y a très longtemps avec les QL120 ou même avec des barrettes de RAM Corsair, mais en réalité, on le voit aussi beaucoup, genre dans les photos que les gens prennent, et ça revient quand même assez souvent, les IO Corsair et les ventilos Corsair de manière générale, c'est pas les ventilos avec les LED qui durent le plus longtemps. Donc voilà, bah, globalement, cette petite vidéo va prendre fin. Alors je vais quand même vous montrer hein, le Deep Cool dont je vous parlais avant, parce que je le trouve quand même cool. En fait, surtout que bah voilà, il est beaucoup plus beau que, que notamment bah, le NH D15G2 dont je vous avais parlé. C'est vrai que lui, bon, si on regarde une photo, bon bah il est pas très beau, hein. C'est, disons que c'est très particulier comme look, alors que ici vous avez un look bien plus propre. Ça fait beaucoup plus, bah voilà, carré. Puis vous avez un écran où dessus vous pouvez mettre pas mal d'infos, mine de rien. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu plus cool. Donc voilà, sinon je pense que cette vidéo va prendre fin. J'espère vous avoir bien orienté, que maintenant vous avez compris que un IO ne veut pas forcément dire meilleur qu'un ventirad. Surtout que je ne l'ai pas encore dit, mais un IO, vous devez bien prendre en compte qu'il y a la taille et l'épaisseur, donc le nombre de millimètres, c'est-à-dire que vous avez les 240, les 280, les 360. Ça va principalement vous permettre, en fait, plus vous allez monter, plus vous allez gagner en dissipation et en silence. Euh, un Ventirad, lui, c'est pareil, mais quand vous allez doubler en fait bah, le nombre de tours ou alors quand vous allez avoir plus de calots du cul.
Et sinon, faut bien regarder, il y a certains Ventirad qui sont meilleurs sur AMD, d'autres meilleurs sur Intel. Ça aussi, c'est un point à faire attention. Euh, mais bon, globalement, voilà, j'ai pas tellement d'autres choses à ajouter sur cette vidéo. Voilà, prenez soin de vous, continuez d'apprendre, vous faites pas avoir par le marketing. Allez, ciao, bye.